Aujourd'hui, je vais développer l'argument que ce n'est pas la haine des riches qui anime beaucoup de gens, mais plutôt la haine de ce que font les riches qui en est à l'origine. Donc en fait, au début, on va parler de leur impact dans la société plus globalement avec l'exemple récent de la mort d'Elisabeth II, puis concrètement de ce que fait l'argent des riches, même pas des ultra riches, mais des justes gens riches, en prenant l'exemple de quelqu'un qui a 100 000 euros sur son compte. Ce que fait l'argent dans la société. Si le sujet vous intéresse vraiment, je vous conseille de lire le bouquin de David Graeber, 5000 ans de dette. En résumant extrêmement grossièrement, au tout début, en fait, l'argent, c'était une façon parmi d'autres d'obtenir des biens et des services. Parce que, par exemple, à l'époque, comme aujourd'hui, en fait, vous pouviez faire un don en vous disant, bah, de toute façon, c'est un pote, il me le rendra plus tard, quelqu'un du village, de votre famille, etc. Ou juste prêter des choses. Et en fait, du coup, il y avait tout un réseau de dettes informelles qui se crée entre personnes et qui crée de la solidarité sans qu'il y ait besoin du médium de l'argent pour ça, pour qu'on puisse tous s'entraider à vivre. Dans un second temps, l'argent est donc devenu un moyen de tout avoir, c'est-à-dire qu'en fait, ces échanges informels, ils ont été remplacés par des échanges via l'argent. Donc notamment, Pascal en parle du fait que l'argent, ça libère des petites relations, des petites dettes que lui trouvait étouffantes. Aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où l'argent, c'est un objet de désir en soi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas l'argent pour avoir des choses, on veut l'argent, pour la potentialité qu'il représente. Il faut bien comprendre, c'est que l'argent, plus que la simple valeur de ce qu'il est, vous donne ce que Georg Simmel dans la philosophie de l'argent appelle un super additop. On peut résumer ça très simplement, ce sont les gens qui sucent les riches. En fait, l'argent ainsi vous confère un pouvoir symbolique, on le voit bien, quelqu'un qui est riche ne va pas être traité de la même manière que quelqu'un qui est pauvre. C'est par exemple la mort des SDF, où ça va faire quelques articles ici ou là, alors que la reine d'Angleterre, il y en a eu des tonnes. Alors même que la reine d'Angleterre est considérée par beaucoup de gens comme quelqu'un qui a une part de responsabilité de ne pas avoir arrêté ou dénoncé des crimes, des dizaines de crimes, des centaines de crimes, tellement de crimes que même quand vous faites un fil de gauchistes, il y a des gens qui viennent vous dire « Hey, t'as oublié ci, t'as oublié ça », un empilement de crimes de guerre, d'atrocités liées à la colonisation. Parce qu'elle est morte, c'est en train de mettre un coup de stop aux mouvements sociaux en Angleterre, parce que les gens, ils se disent « On peut pas faire grève », les gens, ils sont en train de faire leur deuil de la reine d'Angleterre, que ça a même mis un stop aux pétitions en ligne. Les pétitions en ligne ont été arrêtées suite à la mort de la reine d'Angleterre. Et pendant ce temps-là, vous avez des gens qui sont dans la merde parce que les coûts de l'énergie en Angleterre sont en train d'exploser. 6 à 7 000 euros de facture d'énergie. C'est la première fois en 40 ans que les prix sont aussi élevés depuis 1982. Bref, c'est la merde et on ne fait que parler de la reine. À tel point qu'il y a des magazines qui sont en train d'appeler à l'aide parce qu'il y a une crise du papier. Il n'y a plus assez de papier. Et ça concerne pas seulement les magazines cinéma dont vous avez peut-être rien à faire, mais également les magazines JV, etc. Toute la presse papier française et européenne, en fait, est en train de mourir parce qu'il y a un énorme appel d'air de la part de tous les magazines People qui sont en train de réquisitionner tout le papier pour faire leurs éditions spéciales La Reine est morte. On peut se demander pourquoi les médias ont autant de fascination pour les grands bourgeois et les grandes figures entre guillemets de ce monde, les personnes qui sont riches et très riches. Je vous ai ressorti la carte du monde diplomatique des médias qui sont détenus par qui. Toutes les grandes fortunes de France ont des parts dans les médias, donc notamment on peut voir tous les classiques, les Bernard Arnault, Xavier Niel, Mathieu Pigasse, la famille Bouygues, Bolloré, Drahi, etc. Si on fait un petit focus sur Bolloré, on s'aperçoit qu'il détient notamment plein de journaux comme VSD, Gala, Paris Match, qui sont très très people, et qui donc vont vendre et vont participer à la création de cet imaginaire que les riches sont des personnes au-dessus de nous par leur argent. En fait, ils ont des qualités que nous ne pouvons pas avoir. On a bien vu pendant les dernières élections quel point le pouvoir médiatique de Bolloré était puissant. On se souvient tous et toutes que Zemmour, il n'avait ni parti, ni rien, ni personne. En quelques mois de matraquage médiatique, Bolloré, quasiment tout seul, a créé un candidat qui a fait 7% dans les élections. Donc faut pas non plus exagérer, il y avait quand même un mouvement de fond, etc. Et il a utilisé Zemmour parce qu'il était déjà présent médiatiquement depuis longtemps sur le paysage français. Mais c'est lui qui l'a véritablement propulsé comme candidat à faire 7%. Mais on peut également aussi remonter un peu plus loin et parler d'Emmanuel Macron, avec des unes, encore toujours plus une. Et ça, c'est un article parmi d'autres. Acrimen a une douzaine d'articles avec des unes sur Macron. C'est un délire. L'histoire de Macron comme création médiatique, elle est assez vieille. Aujourd'hui, elle commence à être un petit peu banalisée,
mais juste pour se remettre les idées au clair. L'histoire que tu racontes, c'est-à-dire qu'on avait avalé des couleurs avec François Hollande, on sentait tout ça. Le président des riches, Sarkozy, on l'a vu sur le yacht de Bolloré, etc. Mais c'était des petits garçons à côté de ce que nous préparait Emmanuel Macron, quoi. Là, il y a une information que je n'avais pas et qui, j'allais dire, est encore pire sur l'aspect manipulation de Macron, la manière dont il cache ses relations avec les milliardaires et dont il a construit bien avant ce qu'on imagine son ascension. Tu dis qu'en juin 2012, Bernard Arnault aurait dit à Christophe Girard, qui est un de ses salariés, Arnault dit à Girard qu'il faut soutenir Macron, alors que Macron était encore à l'Élysée. Il était quoi, secrétaire adjoint ? Il venait d'être nommé secrétaire général adjoint à l'Élysée. Ces gens-là, ils ont une trajectoire et sont propulsés à la tête de l'État par des gens à qui ils sont entièrement redevables. Et c'est pour ça que ça se voit également dans la façon de diriger de Macron. Pour ses députés, il a mis en place des gens qui lui sont entièrement redevables, qui ne sont rien sans lui. Ce sont juste des exécutants de sa volonté, comme lui est un exécutant de la volonté des ultra-riches et des milliardaires. Du coup, ça, c'était pour tout ce qui était, on va dire, critique sociétale, de l'impact des riches médiatiques, mais il y a également un impact plus concret de la richesse sur, par exemple, le réchauffement climatique. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une personne qui avait 100 000 euros sur son compte. Donc 100 000 euros sur son compte, c'est pas non plus quelqu'un qui est extrêmement riche. Comprenez bien que quelqu'un qui a plus d'argent et potentiellement peut en dépenser plus, va plus consommer, va avoir une plus grosse voiture, va faire plus de voyages en avion, etc. Donc globalement, va polluer plus. Mais arrive un moment où, quand les gens deviennent riches, ils vont épargner. Mais cette épargne, il ne faut pas croire non plus qu'elle ne produit pas de CO2. Et du coup, là, vous pouvez vous demander, mais pour 100 000 euros d'épargne, donc c'est quand même beaucoup, on est d'accord, pas non plus des millions comme on peut s'y attendre, voire des dizaines, voire des centaines de milliards comme pour les ultra riches que sont Bernard Arnault. Et du coup, en fait, cette épargne, quand elle est investie, elle crée du CO2 et le montant va vous surprendre. Donc là, pour 100 000 euros, il y a environ 65 tonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire plus de 5 fois la consommation annuelle de CO2 moyenne d'un Français, juste avec de l'argent épargné. Donc pourquoi Oxfam nous donne ce chiffre ? C'est parce qu'en fait, il faut comprendre que l'argent qui est épargné, les banques vont l'utiliser pour financer des industries, notamment des industries qui sont extrêmement polluantes. Et que les plus grands groupes français, les 4 grandes banques françaises, polluent 8 fois plus que tous les Français réunis. Il faut bien avoir ce chiffre en tête. 8 fois plus. Si ça continue comme ça, c'est pas les 1,5 degrés qu'on va avoir en 2100, on va avoir une trajectoire à 4 ou 5 degrés. Donc en fait, les banques sont sur la pédale de l'accélérateur, pendant que nous, on est en train de foncer dans le mur climatique. Et ça, notamment, ça passe par quoi ? Donc je vous disais, elles finançaient des opérations très polluantes. Ça passe notamment par des prêts, du financement d'industrie, parce qu'un financier, quand vous lui donnez de l'épargne pour qu'il fasse de l'argent, tout ce qu'il va faire, c'est dire, bah du coup, je vais optimiser le rendement. Moi, ce que je veux, c'est faire le maximum de thunes. Ce n'est pas optimiser vers le CO2, ils en ont rien à faire, ils ne le voient pas, ils n'ont même pas les outils pour le mesurer comme il faut. Et du coup, alors qu'on est en pleine crise financière, énergétique, écologique, etc., il y a BNP Paribas qui réalise les meilleurs résultats trimestriels de son histoire. C'est un délire. Et il ne faut pas croire qu'en fait, il y a qu'Oxfam qui dit ça. Il y a plusieurs sources, donc là, par exemple, il y a l'Institut Rousseau, etc. Mais c'est également un sujet qui est discuté au niveau de l'Union européenne. Et ce, pourquoi ? Pour essayer de créer, entre guillemets, une finance verte qui va créer des nouvelles normes et des nouvelles lois, afin de, plutôt que quand l'argent était investi, il aille dans des industries polluantes, il aille vers des industries dépolluantes. Donc, ça va clairement pas suffire et le sujet est ultra compliqué, mais s'il vous intéresse, je vous conseille cette vidéo de récap. Premièrement, il faut bien garder en tête que l'objectif, c'est la décarbonation de l'économie. Zéro émission de gaz à effet de serre en 2050. En épargnant, les gens participent au fait que la bulle noire grossisse et qu'il y ait de plus en plus d'industries polluantes, alors qu'en fait, on devrait chercher à la faire réduire. En vue d'éviter un réchauffement climatique de plus de 2 degrés à la fin du siècle. Construire moult machines vertes ne résout pas le problème, puisque le but, c'est avant tout de mettre à la casse les machines carbonées. On veut que soient mis en place des projets de décarbonation, et pas simplement des activités vertes. Et du coup, je vous conseille vivement Eureka si tout ce qui est question d'économie un peu pointueux vous intéresse. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à activer la cloche, ainsi que de faire de même pour ma chaîne. Allez, ciao!